Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, 65 ans après sa parution, Le Lion de Joseph Kessel est encore un des livres les plus vendus par Gallimard, son éditeur, et tous les écoliers de France en ont au minimum entendu parler. Une très belle biographie en bande dessinée vient de sortir sur Kessel. On va en parler avec un de ses auteurs, Jonathan Ayoun, et l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire, programme d'art plastique, mais aussi de français et d'histoire. C'est un 26 septembre que naissait Théodore Géricault. Quelques années plus tard, il donne à la peinture quelques-uns de ses chefs-d'œuvre, dont le radeau de la Méduse. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, une récré au calme, pause yoga pour les collégiens aujourd'hui. Et puis on restera au collège avec Amélie Paris pour sa chronique Les années collège. Petite visite aujourd'hui d'un des lieux les plus stratégiques d'un établissement, la Cantoche. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Il faut une petite dose de courage ou d'inconscience, peut-être des deux, pour s'attaquer à une biographie de Joseph Kessel. Kessel, tout le monde le connaît et tout le monde le connaît dès l'école, puisque Le Lion, son best-seller absolu, continue à être lu par des générations d'enfants. Mais le personnage Kessel ne se laisse pas saisir aussi facilement que cela, et c'est un des fils qui sous-tend la très belle bande dessinée que lui consacre le dessinateur Nicolas Otero, et au scénario et au dialogue Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun. Jonathan, qui est notre invité aujourd'hui, qu'on est ravi d'accueillir. Jonathan, bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé à partir d'un matériau totalement inédit. Oui, un enregistrement fait au soir de sa vie avec son filleul qu'il a enregistré des heures durant et qui a mis à notre disposition ces enregistrements audio, ces cassettes qu'on a écoutées pour voir comment Joseph Kessel se raconte. Et donc on a voulu le raconter à notre tour, à partir du récit qu'il fait de lui-même, mais en essayant aussi de déceler entre les lignes, pour le coup entre les mots, ce qu'il y avait derrière la construction de ce mythe qui est aujourd'hui une des références en tant que modèle du journaliste, reporter et écrivain. Et il galère pour le faire parler, le filleul. Ah oui, c'est pas évident. Alors bien sûr, nous, on l'a romancé, donc ouais. on a ajouté de la galère à la galère. Mais oui, parce que Joseph Kessel a beaucoup de mal à se livrer. Il était capable de compter les grandes destinées des autres, c'était d'ailleurs sa plus grande qualité, mais livrer la sienne était vraiment difficile. Il y avait une part d'intimité qu'il ne voulait pas raconter autrement que d'une seule manière. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est aussi un grand romancier, c'est de manière fictive. Donc c'est à travers certains de ses personnages, dans ses romans, qu'on peut en apprendre plus sur lui que ses reportages sur le terrain. Une des raisons qui lui vaut cette célébrité, c'est son histoire personnelle et son œuvre se confondent avec l'histoire H majuscule de tout le début du XXe siècle. Il est partout. Il est au grand rendez-vous de l'histoire. À la fois, on se demande si ça lui tombe dessus ou s'il va la chercher. Mais la guerre d'Espagne, la guerre d'indépendance en Irlande, la guerre d'indépendance au Kenya, où il est en lune de miel, il se retrouve à un moment historique. Et bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment son engagement dans la résistance et l'écriture du grand livre sur la résistance, l'armée des ombres, et l'écriture du grand l'hymne de la résistance. Le chant des partisans. Ami entends-tu, le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Je vais te faire un aveu, j'aimais la guerre, j'aimais ce goût du jeu de la vie et de la mort, dit-il, et il ajoute, mais ça c'était jusqu'à la guerre de 40. C'est quand même une rupture. C'est une rupture, il décide de ne plus être reporter de guerre. Finalement, il se retrouvera encore dans des guerres, guerre d'indépendance de l'État d'Israël, guerre d'indépendance du Kenya, mais il n'avait plus envie, il n'avait plus cette fascination de la violence qu'il avait auparavant. Il n'était plus là pour glorifier les héros armes à la main. Il y avait quelque chose qui s'est brisé pendant la guerre de 40, mais ce qui n'est pas dit dans cette citation, c'est surtout pendant les procès où il découvre l'horreur de la Shoah. Et on va en parler, ça y est. Mais Nuremberg, il est à Nuremberg et il va quitter Nuremberg. Il va quitter Nuremberg, comme il va quitter le procès Pétain également. Et il quitte Nuremberg à un moment très précis. Il quitte Nuremberg après avoir vu les images de la libération des camps. Et l'horreur est à son comble, donc il décide de partir. Il ne peut pas supporter ces images-là. Il va même tomber en dépression, il le dira, un de ses rares aveux après. Et il décide de ne pas commenter le verdict, puisque pour lui, la question du jugement est secondaire. Ce qu'il y avait là était trop dur à vivre. Et il retournera quand même à un autre procès de criminels nazis, c'est en 61, à Jérusalem. Le procès Eichmann est pareil, il part avant la fin, il ne veut pas commenter le verdict. Ouais, et c'est vraiment, pour Kessel, ne pas pouvoir mettre les mots sur quelque chose, c'est absolument énorme. Vous me racontez les guerres, mais pas votre vie, lui dit Jean-Marie Baron, qui l'interviewe, et il répond « c'était ma vie ». Oui, sa vie, il a voulu la confondre avec celle de la matière de ses écrits journalistiques, puisqu'il a passé un temps considérable aux quatre coins du globe à vouloir écrire sur ceux qui font la guerre ou la subissent ou veulent s'en libérer, et
Et c'est aussi sa vie, parce qu'il a voulu confondre sa vie et ce qu'il écrivait. Mais quelque part, il sera jusqu'au bout avec le remords de ne pas avoir été assez un grand écrivain. C'est un académicien, il est entré à l'académie, il est considéré comme une de mes plus grandes plumes. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il s'est dit, j'ai trop vécu et on me confond avec le grand écrivain que j'aurais dû être. Donc il était tout le temps dans ce paradoxe d'être tout partout et de ne pas être peut-être au bon endroit à chaque fois. Avec un grand livre. Enfin, un grand livre. Oui, un certain nombre de grands livres, mais un grand livre, Le Lion. Racontez l'histoire du lion. Le lion, c'est une amitié fusionnelle entre une jeune fille qui est seule, puisqu'elle vit dans une réserve, dans un parc d'animaux, et qui noue une amitié avec une autre jeune fille qui est seule, mais c'est une lionne, et elles grandissent ensemble. Mais c'est une histoire qu'on lui raconte à Kessel au départ. C'est une histoire qu'on lui raconte quand il est en lune de miel, justement au Kenya. Il va en lune de miel au Kenya, il arrive avec sa promise, on lui dit, attends, il y a une guerre, donc ici, tiens, reste à l'hôtel, je vais aller couvrir la guerre, puis bon, quand même, à un moment, il ira faire un petit safari, chérie. Mais même dans le safari, il trouve du souffle pour ses écrits, et son plus grand écrit, en tout cas celui qui a été le plus lu à travers le monde, un succès phénoménal, et on voit bien cette amitié entre cette jeune lionne et cette jeune fille qui termine au tragique, puisque la lionne est tuée. Ah bah alors on spoil maintenant. Non, mais oui. Ils prennent tous à bas, ils connaissent pas ça, la Vilenkov. Mais pour moi, tout le monde a lu. Culte. Tout le monde a lu. Mais je me suis permis de divulgacher, comme on dit, spoiler, pardon, parce que c'est ce qui caractérise Kessel, c'est toujours raconter aussi l'amitié, parce que c'était la valeur suprême pour lui, dans une relation fusionnelle qui termine au drame. 5 millions d'exemplaires vendus, en tout cas, du Lion. J'ai regardé les événements et les hommes et je les ai racontés aussi bien que j'ai pu. Mon tempérament et ma nature me portent moins à juger qu'à essayer de comprendre. Ainsi parlait Kessel en 1956 dans un entretien radiophonique avec l'écrivain et journaliste Paul Guimard. On retrouve Jonathan Ayoun pour continuer à parler de Kessel juste après l'Anti-Sèche, Cécile Fournier. Il est né un 26 septembre, il a peint le radeau de la Méduse, une des œuvres les plus célèbres du 19e siècle. Cécile, aujourd'hui, vous nous parlez de Théodore Géricault, peintre romantique français par excellence. Oui, avec Eugène Delacroix également, son contemporain, mais aussi son ami. Donc, Théodore Géricault, vous l'avez dit, est né un 26 septembre. J'ai pas donné l'année. 1791, à Rouen, dans une famille plutôt aisée. Son père est magistrat et riche propriétaire, il tient une manufacture de tabac. Sa mère est descendante, Louise, d'une riche famille normande. Théodore ne connaîtra jamais de problème d'argent, il héritera de sa mère en 1808. Il va connaître un petit revers quand même de fortune en 1823 à la fin de sa vie, parce que suite à la faillite de son agent de change. C'est toujours ennuyeux ce genre de choses. Il se met à la peinture grâce à son oncle. Oui, en 1807, Théodore a 16-17 ans et Jean-Baptiste Caruel, son oncle, décèle chez lui un talent et l'encourage à aller dans cette voie, ce qu'il fera, puisqu'il fréquentera les ateliers des peintres Carl Vernet et Pierre Guérin. Et en 1811, il intègre l'école des Beaux-Arts. L'année suivante, il est rapide, lors d'une manifestation artistique à Paris appelée le Salon, c'est très important à cette époque, il expose son tout premier tableau, alors le titre est un peu long, Officier de chasseur à cheval de la garde impériale Chargeant. Il reçoit la médaille d'or pour cette œuvre. Et ce thème, ce motif du cheval, on le retrouve dans la plupart des œuvres. Il faut dire qu'il est passionné d'équitation et surtout c'est un des premiers peintres à les représenter aussi bien. Delacroix dira même, le mouvement, l'âme, l'œil du cheval, sa robe, le brillant de ses reflets, voilà ce qu'il a rendu comme personne. À la même époque, côté vie privée de Géricault, petit parfum de scandale. Oui, en 1812, il entame une liaison avec Alexandrine, qui n'est autre que la femme de son oncle, Jean-Baptiste Caruel, dont on vient de parler. Ouais. De leur liaison naîtra même un enfant en 1818, un petit Georges Hippolyte, que Théodore ne reconnaîtra jamais. Leur histoire va faire scandale, et pour se faire un petit peu oublier de tout ça, il décide de s'engager en 1814 dans la garde royale de Louis XVIII. L'année suivante, il le suit même dans son exil. De 1816 à 1817, il part à Rome, après avoir échoué au concours du prix de Rome, justement un concours artistique. Et en 1818, il retourne à Paris. Il débute le travaux préparatoire du radeau de la Méduse. Voilà, son chef-d'œuvre, on va le dire quand même, qui lui est inspiré par une histoire vraie, une histoire absolument terrifiante. Je vais faire courte, mais elle est terrifiante. En 1816, il y a le naufrage de la Méduse, un bateau qui avait à son bord 400 personnes, alors qu'il s'est échoué sur un banc de sable. Les officiers et les premières classes prennent le large lâchement, il faut le dire. Une mutinerie éclate et lorsqu'un autre navire est venu secourir les rescapés, il n'était plus que 15. Tableau monumental par ses dimensions aussi, c'est aussi ça qui près de 5 mètres sur 7 en fait. Il a même dû déménager de son atelier pour avoir plus de place et il va jusqu'à reproduire le radeau en version réelle pour être au plus près de la vérité et même, il va même étudier les cadavres. Et non seulement il fera des esquisses de personnes à la morgue de l'hôpital Beaujon, mais aussi des personnes sur le point de mourir. Et là, attention,
Il emportera Vous avez du terrain un peu écœuré. Oui. C'est mignon. Il emportera des membres humains pour observer la décomposition. Et il dessine également une tête coupée, empruntée à un asile, et qu'il conserve dans le grenier de son atelier. Oui, il va quand vous dites jusque-là. avec enthousiasme, c'est beaucoup mieux. Et fort payant néanmoins, puisque son œuvre est récompensée par pas moins de 32 médailles d'or lors de ce salon de 1819. Oui, et puis c'est incontournable. Même Louis XVIII lui fera même le compliment suivant. Monsieur Géricault, vous venez de faire un naufrage qui n'en est pas un pour vous. C'est beau, non? Et il va être vendu... alors, en fait, il ne va pas être vendu tout de suite à l'État. Pour l'instant, il sera vendu à sa mort, de 6 000 francs. À sa mort, il meurt jeune. Ouais, L'État n'a pas attendu très longtemps. Ouais, 33 ans, le 26 janvier 1824. Parce qu'en fait, de nombreux chutes de cheval, on le disait, il était fan d'équitation, lui ont causé une lésion de la moelle épinière. Son état de santé s'aggrave, et cela malgré plusieurs opérations. Il finit par mourir après une longue agonie, le pauvre. Pour ceux qui veulent voir ou revoir le radeau de la Méduse, sachez qu'il est exposé dans l'aile Denon du musée du Louvre à Paris. Merci beaucoup, et on peut le regarder, il y a des études autour, enfin, c'est absolument passionnant. Si on veut s'acheter du Géricault... C'est possible. C'est possible, combien on met? Alors, le 14 octobre prochain, à Bordeaux, il y a son œuvre 21 croupes de chevaux à l'écurie qui sera vendue, mise à prix 600 000 €. Ok, easy. Easy. Avec nos salaires sur School TV, on va y aller. Ah non, vous non. Bon, c'est pas grave. Grand oral, Jonathan Ayoun. J'ai tout de suite su que je voulais vivre comme D'Artagnan et écrire comme Dumas. Les valeurs que j'aimais étaient là: goût de l'aventure, sens du courage, vertu de la parole donnée, amitié et force. Ainsi se raconte Joseph Kessel au micro de Jean-Marie Baron dans ses entretiens inédits auxquels vous avez eu accès, Jonathan Ayoun, pour faire cette bande dessinée. Et dans les clés de ce personnage, Kessel, il y a son rapport à la mort, avec une première grande fracture, qui est la mort de son frère, Lazare. Oui, d'autant que c'est un suicide, donc pour lui c'est quelque chose qui le marque définitivement, puisqu'il venait de déjeuner avec lui juste avant, et surtout parce qu'ils avaient une relation fusionnelle, un peu comme la lionne et le lion et la jeune fille et la petite fille. Il y avait cette relation fusionnelle qui se termine au drame. Alors là, c'était pas qu'une amitié, c'était un lien filial très fort. Enfin, c'était fraternel, un lien fraternel très fort qui se termine mal et donc il dira tout le reste de sa vie: j'ai vécu pour deux. Et avec toujours le poids de la culpabilité de perdre des proches, des trop proches, puisqu'il devient sa première femme aussi, si mes souvenirs sont bons. 2 ans après, il devient grand reporter de guerre juste après le suicide de son frère, parce qu'il veut fuir Paris, il veut se mettre les idées ailleurs et travailler sur autre chose. Et il devient grand romancier au moment où il perd sa femme et il décide d'écrire un grand roman qui est Les Captifs, qui remporte le prix de l'Académie française. Donc on voit bien qu'à la fois il y a la culpabilité de la réussite professionnelle, journalistique, artistique, littéraire, au moment où la mort rôde autour de lui. Le secret sur son frère, c'est aussi que quand il était à la guerre, le frère avait couché avec sa petite amie. Oui, il y a un peintre qui couche avec la femme de son oncle et il y a un frère... Mais quelle émission, les amis! Il y a un frère qui couche. Et d'ailleurs, il est possible, nous n'en savons rien, que lors de ce déjeuner avant le suicide, c'est là qu'il a annoncé à Joseph Kessel qu'il avait couché avec sa petite amie, à qui Joseph Kessel lui avait demandé de prendre soin pendant la guerre. Pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale. On parle de la première, Et donc, il y a cela, il y a également le fait qu'il était avec une femme mariée qui était enceinte de lui. Enfin bon, son frère se suicide, c'était le grand talent de la famille à ce moment-là, c'était un grand comédien, il était voué, on s'attendait à ce qu'il fasse une grande carrière, et donc Joseph Kessel, véritablement, comme il le dit, vivra pour les deux. Et la femme qui est enceinte de Lazare accouche d'un petit Maurice. Maurice Druon, qui est donc le neveu de Joseph Kessel, son co-auteur du Chant des partisans, et également un autre grand écrivain et académicien, l'auteur d'une grande fresque du roman national qui est Les Rois maudits, par exemple. À 22 ans, en plein deuil de son frère, c'est en Irlande qu'il part. Oui, c'est la première guerre qu'il couvre, et il la couvre en suivant les indépendantistes, ceux qui mènent l'insurrection, et il termine ce reportage de guerre par une phrase qui marquera son parcours et le parcours de beaucoup de journalistes après lui, en recueillant un scoop du chef de l'armée britannique qui lui dit « Sans la presse, nous aurons noyé tout ça dans le sang ». Et donc c'est peut-être là aussi qu'il se dit... ça fait, si je me souviens bien, dans la bande dessinée, la une du journal, BD dont je redis à quel point elle est belle. Enfin, je veux dire, les dessins sont... oui, le travail... J'avais presque envie de dire les peintures, d'ailleurs. Enfin, bref. Parce qu'il y a des touches aussi d'aquarelle, il y a tout un travail de couleurs, mais aussi d'univers graphique créé par un dessinateur très confirmé qui s'appelle Nicolas Otero, et il a su, pour le coup, ça c'est son œuvre et son travail, créer un univers à la fois réaliste et à la fois qui enlève l'âpreté, parce que c'est un roman où on parle beaucoup de mort et de violence.
En fuyant la mort de mon frère, j'étais devenu un grand reporter en écrivant sur la maladie et la mort de ma femme. Je suis devenu écrivain. C'est une citation qui renvoie à ce que vous venez de dire. Mais c'est aussi c'est un grand malin, Kessel. C'est-à-dire que quand il a une bonne histoire, il la fourgue à la terre entière. Ça fait un reportage, ça fait un bouquin, c'est un businessman. C'est un businessman. Il décline les histoires sous des formes littéraires très différentes. Et donc, à chaque fois qu'il fait un reportage de guerre, on est sûr qu'après, il y aura un roman qui va sortir. Et le roman, à la fois, ressemble et ne ressemble pas au reportage. Et donc, oui, il recycle ce qu'il vit de différentes manières, sous différentes formes littéraires, et c'est aussi quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent. Mais s'il ne faut dire que c'est quelqu'un qui en dépensait énormément. Il est ça, il y a un peu moins dans le bouquin, mais c'est sa vie de fêtard. Il buvait à n'en plus finir. Et dans le Montparnasse ou dans le Montmartre, dans le Paris en tout cas de ces années-là, de l'entre-deux-guerres. Et d'une générosité incroyable, parce qu'il invitait tout le monde. Et l'argent qu'il a gagné, il a aussi beaucoup donné à des amis qui étaient dans le besoin. Donc c'est quelqu'un qui avait un rapport à l'argent très particulier. On va dire décomplexé. Voilà, c'était pas une valeur pour lui. Et généreux. Jonathan Ayoun, qui est auteur, réalisateur, essayiste, il a notamment réalisé la série documentaire Histoire de l'antisémitisme et Sauver Auschwitz, qui était diffusée sur Arte. Auteur de plusieurs essais, je le disais, et qui signe donc avec Judith Cohen-Solal et, vous avez cité son nom, Nicolas Otero, le dessinateur, cette très belle bande dessinée sur Joseph Kessel. On se retrouve juste après la récré. Allez. Cécile. Vous nous trouvez trop agités? Oui, j'ai besoin que vous vous détendiez un petit peu de... On est un peu de... Voilà, exactement. Okay. Et donc, yoga aujourd'hui, qui n'est pas une discipline réservée aux adultes, autour de cet ouvrage pour accompagner les collégiens dans la pratique de cette discipline. Tout à fait, c'est le yoga des collégiens. C'est édité chez Casterman, signé Agnès Guillosio et Marie-Fort Ambroise. Voilà. Super. Pourquoi pour les collégiens d'ailleurs? Parce que les postures qu'on voit là, c'est des postures de yoga, non? Oui, bien sûr, mais en fait, il est adapté déjà dans sa forme. C'est très ludique, c'est sympa. Les dessins sont signés Sybille Ristroff, colorés avec des dessins, voilà. Et surtout, ensuite, c'est dans son découpage qu'il est plutôt adressé aux collégiens. Pages, alors. Parce que ça présente 5 séances qui correspondent chacune à des situations stressantes ou angoissantes que peuvent vivre les collégiens. Comme par exemple, j'arrive en classe et on m'annonce un contrôle surprise. Ou alors, quand je vois tout ce que j'ai à mémoriser pour demain... Vous ne faites pas de yoga, vous mettez à courir très vite. J'ai des sueurs froides. Ça, c'est votre non. Et à chaque fois est indiqué l'objectif que l'on veut atteindre, c'est-à-dire je m'endors sereinement, j'améliore ma concentration et ma mémoire, je retrouve le sourire quand rien ne va plus. C'est très joli. Si vous voulez, on peut faire un petit exercice qu'on trouve dans le livre, si vous voulez. Vous voulez bien? Bon, alors, c'est la position du... Quand je ne suis pas au courant des impros. Vous voulez pas faire le chien tête en bas? Non, on va faire un truc assis. Vous êtes en cours et vous pouvez faire la position du palmier assis. Vous entrelacez vos doigts et vous étirez vos bras au-dessus de votre tête avec les paumes tournées vers le ciel. Jonathan, vous avez le droit d'être solidaire. Oui. Dos droit, regard droit devant soi et on respire sur 5 temps. Bon, on va pas le faire, mais voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est bon, vous pouvez relâcher. C'est bon. Et vous respirez, en fait, c'est la respiration qui permet de se détendre également. C'est pas super discret en classe quand même. Non, mais vous pouvez faire l'exercice chez vous, évidemment. C'est bien pour le bêtisier de l'émission, mais en classe, c'est pas génial. En classe, non, devant le prof de maths, non. Mais c'est avant que le prof arrive, par exemple, ou dans sa chambre, ou dans son salon, à l'abri des regards. C'est pas leur premier livre, d'ailleurs, à ces autrices? Non, elles ont déjà fait le yoga en 7 familles, c'est le 3e, et le yoga des émotions. C'est quand même un sujet qu'elles connaissent assez bien, toutes les deux, puisque Anne Guillosio a été formée à la Fédération française de yoga. Elle enseigne le yoga dans les écoles et Marie-France Ambroise la pratique avec ses 3 enfants. Elle a lancé des retraites yoga maman-enfant ainsi que des podcasts pour le yoga pour enfants. C'est la Joseph Kessel du yoga. Elle décline de partout. Oui, doucement quand même. Elle dit un truc intéressant, Marie-Fort Ambroise. Elle dit « Je trouve que les enfants qui pratiquent le yoga arrivent plus facilement à contrôler leurs émotions et retrouver leur calme. Plus apaisés, ils s'endorment mieux et sont moins surexcités. Par ailleurs, ils connaissent mieux leur corps et leurs limites. » C'est un enseignement ultra complet. Il faudrait que j'essaye un jour. Ça vaut pour les adultes d'ailleurs? Ça vaut, puisque en fait, on ressent de plus en plus de pratiquants en disant le nombre a progressé de 300%. On aime le yoga en France. Ok. C'est donc, merci beaucoup Cécile, un livre à mettre entre les mains des jeunes et des moins jeunes, le yoga des collégiens. C'est chez Casterman à partir de 10 ans. Cécile, merci beaucoup. Je vous le rends? Oui, Super. Jonathan Ayoun, Joseph Kessel, il n'avait pas la sagesse du yogi, mais bon, il était passionnant.
J'ai résumé votre CV en omettant un point important. Vous avez été président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, et Kessel, le Kessel que vous nous présentez, il a pour le moins un rapport complexe avec le judaïsme. Et si ma lecture ne me trompe pas, vous avez un peu creusé dans cette direction-là aussi. Notamment, d'abord, vous faites le choix de commencer l'histoire par celle de sa famille et de la rencontre de ses parents. Oui, ses parents se rencontrent, sont tous les deux juifs, issus de familles plutôt religieuses. L'une est aisée, l'autre non, mais ils ont un mariage juif, et donc il a été éduqué dans cet enseignement-là, d'ailleurs dans une confrontation entre une famille plutôt religieuse, l'autre qui l'est moins, et d'ailleurs il a grandi dans ce qu'on appelle une collectivité juive en Argentine qui cherchait à se protéger de la Villa Clara, qui cherchait à se protéger de l'antisémitisme russe. Donc ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que l'histoire, vous la faites quand même commencer par l'antisémitisme, vous la faites commencer par les pogroms, par cet antisémitisme de l'Europe centrale et de la Russie, dans les shtetl, etc. C'est quand même là qu'il vient de là. Il vient de déplacements. Il a passé sa vie à voyager, c'est ce qu'il raconte, mais il a passé son enfance aussi à voyager. Et les voyages de son enfance sont celles qui sont liées à la question de l'antisémitisme. Donc on ne pouvait pas, selon nous, mettre cela de côté. Ça l'a construit, ça l'a déterminé. Il le dira donc à demi-mot de temps en temps quand il n'aura pas le choix, notamment quand il faudra témoigner pour une autre victime des pogroms. Et là, il avouera que lui aussi, pour pouvoir soutenir cette personne, dire que lui-même a échappé à un pogrom. Mais son rapport au judaïsme s'exprime surtout, et ça vient très très tard dans sa vie, dans son discours de réception à l'Académie française. Oui, c'est là où il reconnaît, est heureux de voir que cette part de son identité, qu'il considère comme une part qui pouvait potentiellement le vouer à une marginalité, soit reconnue comme étant une part d'identité tout à fait acceptable pour toute personne qui veut s'intégrer en France. Donc lui, il y a les deux parts identitaires, l'identité juive et l'identité d'immigré, d'étranger, pour lui faire rentrer ces deux facettes de son identité à l'Académie, parce qu'il est le premier juif et le premier immigré à rentrer à l'Académie. C'est quelque chose de considérable. Qui avez-vous désigné, dit-il ce jour-là, un russe de naissance et juif de surcroît, un juif d'Europe orientale, vous savez, messieurs, et bien qu'il ait coûté la vie à des millions de martyrs, vous savez ce que ce titre signifie encore dans certains milieux et pour trop de gens. Donc il y a quand même une dénonciation aussi de l'antisémitisme et de l'antisémitisme en France. En revanche, sur Israël, il a une position camusienne, dit-il. Oui, il a du mal déjà à y croire, puisqu'il se rend en Palestine dans les années 20. Il voit le projet de ses amis, parce que c'est des amis qui veulent construire un État juif. Il n'y croit pas, mais il revient en 48. Il a le visa numéro 1. Le rapport à l'histoire de Kessel, c'est juste un visa numéro 1 en Israël. Visa numéro 1, il est le premier visiteur étranger de ce pays, construit par des amis et lui qui ne veulent pas qu'il s'y considère comme un étranger, mais lui rappelle à ce moment-là, enfin en tout cas nous là pour le coup c'est ce qu'on n'a pas romancé, on lui fait rappeler que pour lui il est un étranger parce que sa patrie c'est la France et qu'il a risqué sa vie pour la France, c'est celui-ci son pays. Donc voilà, un rapport malgré tout de grande admiration pour ces juifs venant de partout dans le monde, particulièrement d'Europe de l'Est, qui ont construit un État là où ils ont construit un État protecteur pour des juifs victimes de l'antisémitisme, ce que ses parents n'ont pas réussi pour lui. Donc il y a quelque chose qui résonne dans son histoire encore d'enfance. Ça veut dire quoi être juif? Je n'ai jamais vraiment su. Pour moi, c'était ça, être un survivant et braver la mort. Jonathan, c'est ma dernière question. C'est une définition possible de la judéité, ça, non? Ah, mais tout à fait. De toute façon, il y a autant de définitions de la judéité que de juifs. Et tant mieux, il ne faut pas échanger. Et lui, il offre la sienne. Ouais. Sa manière d'être juif, c'est de côtoyer la mort au plus près pour en témoigner. Donc pour lui, la manière d'être juif, particulièrement après-guerre, donc après la Shoah, c'est d'être un témoin des vivants parmi les morts. Jonathan, merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va aller au collège. Plaisir. On va faire un petit tour à la cantoche et on va peut-être passer par le CDI où il faut absolument qu'ils aient votre bande dessinée. Mais elle sera ravie, Amélie. Cécile, merci beaucoup. Les années collège, Amélie Paris. Les années collège, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Journaliste et professeur documentaliste au collège Maurice Utrio, c'est à Paris, dans le 18e arrondissement. Il n'y a pas que le CDI comme lieu important de l'établissement, mais si, il y a aussi la cantoche. Vous allez nous en dire un petit peu plus. Oui. Mais alors, quand on parle de la cantine, contrairement au CDI, ce n'est pas toujours pour en dire du bien. Surtout votre CDI, vous n'êtes pas... Oui, alors on est nombreux à avoir été traumatisés par un plat, voire plusieurs. Et aujourd'hui, même si les cantines scolaires ont évolué, elles ont quand même du mal à se débarrasser de cette image négative. Rares sont les élèves qui se régalent à la cantine. En revanche, ils sont nombreux à ne manger qu'un morceau de pain ou qu'un yaourt parce que la cantine, ce n'est pas bon. Celle du trio ?
Eh bien, ce sont les élèves les mieux placés pour en parler. Alors, pour Victor, le pire, ce sont les haricots blancs en sauce. Même le poulet, il n'est pas bon parce qu'il est froid. Son plat préféré, les frites, malheureusement, une fois en 3 ans. Heureusement, il y a les pommes de terre, le chili con carne pour Maëva et la semoule pour Eden. Donc, tout n'est pas si mauvais quand même à Utrio. Pourquoi toutes les cantines scolaires ne se valent pas? Eh bien, parce que dans certains collèges gèrent directement la préparation des repas en interne, dans leur cuisine. Ils sont donc consommés directement sur place, mais dans la plupart du temps, et c'est le cas à Utrio, la gestion est assurée par une société de restauration collective. Une cuisine centrale, c'est ça? Ben voilà, qui vient livrer des plateaux repas, d'où le poulet froid de Victor. Et il y a donc des cantines scolaires qui sont meilleures que d'autres. En tout cas, elles doivent toutes respecter, donc là je cite, le site du ministère de l'Éducation nationale à la rubrique restauration scolaire, une alimentation équilibrée, variée et fractionnée en ratio. Donc pas de pommes de terre, pas de semoule tous les jours, mais des haricots, des carottes et des plats végétariens. Ouais, je croyais quand même qu'entre la loi Egalim et les progrès du bio, du local, les cantines, un certain nombre d'entre elles, du moins, s'étaient mises au goût du jour. Oui, alors depuis 2019, d'ailleurs, le collège Pierre Fanlac de Belvès en Dordogne ne sert plus que des produits locaux et bio qui remplacent les produits tout faits et surgelés. Ce collège est donc devenu le premier établissement du secondaire en France labellisé 100% bio pour sa cantine et les élèves ne semblent plus rechigner à y déjeuner. Donc une initiative, effectivement, comme vous disiez, Emmanuel, qui tend à se généraliser puisque depuis 2022 et la loi Egalim 2, les restaurations scolaires sont obligées de servir 20% de produits bio. Et ouais, c'est ça. Alors la cantine, c'est pas non plus seulement ce qu'il y a dans l'assiette, c'est aussi un lieu de socialisation. Quand on parle de vivre ensemble, il y a aussi manger ensemble. Puis j'allais ajouter en France, ça fait vraiment partie des. Mais oui. Alors comme le dit Willy, un élève de 5e, moi, ce que j'aime à la cantine, ce n'est pas le couscous, ce n'est pas les frites, mais les copains. Alors c'est vrai que c'est autour de la table que se construisent les groupes sociaux et la cantine repose sur des rites. On applaudit, on tape sur les tables, on tape dans la carafe en métal quand un élève fait tomber son plateau. On s'amuse à lire son âge au fond du verre. On fait des paris sur le menu du jour. Et finalement, on va à la cantine pas pour bien manger, mais pour s'amuser. Et puis, avec le temps, les goûts changent et on mange de moins en moins à la cantine. À Utrio, par exemple, sur les 159 élèves demi-pensionnaires, 54 sont en 6e, 54 en 5e, 32 en 4e et seulement 19 en 3e. Ouais. Donc voilà, tout change. Vous, Amélie, votre souvenir de la cantine? Bon, mauvais? Alors, pour ce qu'il y avait dans l'assiette, pas très bon. Je me souviens d'un plat, les lentilles, qui était un peu compact, qui collait à la fourchette. Par contre, tout ce qu'il y avait autour de la cantine, c'était génial. Les confidences, les connaissances dans la cour de récréation. Et puis, évidemment, le CDI après le repas. Ouais, forcément. Hommage à Monsieur Jean. Je pense qu'il doit être décédé depuis belle lurette, mais que j'avais quand j'étais à l'école primaire, qui était un monsieur de la cantine. Il me donnait toujours du rab. Il m'aimait bien, Monsieur Jean. Je l'adorais, Monsieur Jean. Donc, c'est ça aussi, les bons souvenirs de la cantoche. Merci beaucoup, Amélie. Jonathan, je vous demande pas vos souvenirs de cantine. Merci, beaucoup pour d'être venu parler de cette formidable bande dessinée publiée par Steinkies. Je crois que j'ai juste oublié de le citer, mais on le voit à l'image, qui est l'éditeur de cette vie de Joseph Kessel. J'espère que vous avez pris du plaisir à... J'étais ravi d'être avec vous. Ah non, mais je pensais à écrire surtout cette bande dessinée. Ah oui, et en tout cas, autant de plaisir que nous et moi à la lire et à la voir. Et puis vous avez aussi, vous tapez Joseph Kessel sur votre moteur de recherche préféré, notamment avec France Culture dans le titre. Il y a de très belles séries d'émissions, Une grande traversée notamment, et vous l'entendrez et vous aurez également un autre regard sur sa vie. Merci également à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission, Emma Frari en régie avec au son Thibaut Goury-Lafont et à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV, nous on va à la cantoche et vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux en permanence.